petite pastille de philosophie que j'ai intitulée « Le droit du plus fort ». Alors je l'ai intitulée cette pastille en référence bien sûr à l'expression populaire « le droit du plus fort » et aussi en référence à un passage célèbre de Rousseau qui, dans un livre qui s'intitule « Du contrat social », c'est un livre de 1762, consacre un chapitre, c'est le chapitre 3 du livre 1, à cette question du droit du plus fort. Alors que nous dit Rousseau ? Rousseau nous dit dans ce chapitre que cette expression « le droit du plus fort » n'a aucun sens, ou plutôt qu'elle est contradictoire. Pourquoi ? Parce que le droit et la force sont deux notions qui s'excluent l'une et l'autre. D'un côté, on a la force. Qu'est-ce que la force ? La force, c'est une puissance physique. De l'autre côté, on a le droit. Qu'est-ce que le droit ? Rousseau nous dit, le droit, c'est une puissance morale. Les rapports de droit ne sont pas fondés sur l'exercice d'une puissance physique. Quand on a un droit de priorité pour passer, cela ne veut pas dire qu'on est le plus fort ou la plus forte. Cela veut dire qu'on a simplement la légitimité de passer en premier. Donc d'un côté, on a une contrainte, quelque chose qui s'exerce par une force physique. De l'autre côté, du côté du droit, on a une obligation. Dans le cas de la force, on a l'exercice d'une nécessité physique. En tout cas, l'exercice d'une force qui produit une nécessité physique. Si quelqu'un nous contraint à faire quelque chose parce qu'il est le plus fort, on cède, mais c'est par force. Dans le cas du droit, on a plutôt une nécessité morale qui fonde une autorité. Si quelqu'un a le droit de faire quelque chose, il appuie sa demande ou sa requête sur l'autorité de la légitimité, de ce qui rend légitime sa prétention. On voit bien que ces deux notions s'excluent mutuellement. Rousseau le dit d'ailleurs dans son chapitre, je le cite. « La force est une puissance physique. Je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité et non de volonté, c'est tout au plus un acte de prudence. » C'est pour cela que Rousseau qualifie l'expression « le droit du plus fort » de « galimatia ». Alors un galimatia, c'est un discours qui n'a ni queue ni tête, qui n'a pas de sens, c'est un discours absurde ou inconséquent. Rousseau nous le dit, si le droit est fondé sur la force, alors il suffit que la personne qui était plus faible à un moment devienne plus forte, et alors elle a un droit qu'elle n'avait pas avant. C'est-à-dire que le rapport de force, quand il change, change aussi le rapport de droit. Ce qui, on le voit, fait que la notion de droit du plus fort n'a aucun sens. En effet, s'il y a force, il n'y a pas droit. On n'a pas besoin d'ajouter la notion de droit pour comprendre et concevoir les rapports de force. Alors cette notion de droit du plus fort, elle fait écho bien sûr à toute une thématique qu'on trouve dans la littérature. Elle fait écho notamment à une fable célèbre qu'on trouve chez La Fontaine et qui s'intitule « Le loup et l'agneau ». Le loup et l'agneau est une fable célèbre, d'autant plus qu'elle commence par une phrase qui est restée presque proverbiale dans la langue française, je la cite, « La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. » Quel est le thème de cette fable ? Il est bien connu. C'est l'histoire d'un loup qui est à jeun, qui est affamé et qui vient le long d'une rivière. Et il croise effectivement sur sa route un agneau qu'il veut évidemment dévorer. Et pour citer un autre proverbe français, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage, c'est un peu ce que fait le loup. Il essaie d'habiller par le discours le pur instinct qu'il a de dévorer l'agneau. Et donc il dit à cet agneau, « Tu viens troubler mon breuvage, tu te désaltères à la source où moi je viens me désaltérer. » L'agneau lui répond que ce n'est pas le cas, puisqu'il boit en aval de la rivière et que le loup boit en amont de la rivière. Donc l'agneau ne peut pas troubler l'eau qui est bue par le loup. Alors le loup essaie de trouver un autre expédient. Il dit à l'agneau qu'il a entendu dire que l'agneau médisait de lui l'an passé. Je cite, « Je sais que de moi tu médis l'an passé. » L'agneau lui réplique, « Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?» Et oui, l'agneau est à peine né. Il n'a pas 1 an de vie, donc il n'a pas pu médire du loup l'année passée. Évidemment, le loup est acculé dans les raisons qu'il cherche à donner pour habiller le pur exercice de sa force, et il finit par employer un impersonnel, une tournure impersonnelle. Vous le savez sans doute, La Fontaine est un maître dans la capacité d'inventer des tournures suggestives grâce à de petites variations sur la langue. On cite souvent dans la fable « Le corbeau et le renard » cette formule où le corbeau est si rempli du plaisir narcissique de son chant qu'il s'oublie presque lui-même. La Fontaine dit alors « À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. » Aujourd'hui, on dirait « il ne se sent plus ». Mais revenons au loup et à l'agneau. Le loup s'adresse toujours à l'agneau et il lui dit en substance que si ce n'est pas lui qui a fait des médisances, c'est forcément quelqu'un d'autre qui a partie liée avec lui et dont il est en quelque sorte responsable par ricochet. Je cite le texte, « C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit. » Là, c'est l'impersonnel.
On me l'a dit, il faut que je me venge. Et là-dessus, sans procès, il dévore l'agneau. Évidemment, ce qui est choquant, ce qui est frappant dans cette fable, c'est qu'elle dépeint non pas la cruauté des animaux, si tant est qu'ils puissent être cruels, les animaux qui obéissent à leurs instincts, mais la cruauté des hommes dont le langage ne sert qu'à déguiser une cruauté plus grande que la brutalité des animaux. Merci de votre attention, bonne journée ou bonne soirée.